Alors, ben, quelque part, j'ai toujours eu envie de faire ça. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai eu des flashs artistiques, un peu comme qu'est-ce qui a motivé le fait que je sois musicien. Donc, c'est la musique de Pink Floyd. Et je pense que quand j'ai vu un concert de Pink Floyd, hein, c'était la télé, c'était sur une cassette, j'ai clairement su que j'avais envie de faire ça. C'est-à-dire d'être à la place du monsieur qui fait de la guitare rouge. David Gilmour, je voulais faire la guitare, je voulais faire de la musique. Et j'ai un frère qui, lui, avait un projet, on va dire, professionnel, personnel, d'être ingénieur du son. Il était passionné de tout ça, notamment d'Alan Parsons, qui était à un moment donné l'ingénieur du son des Pink Floyd, il me semble, qui était l'enregistreur, c'est lui qui a enregistré tout ça. Et, euh, et donc, il commençait à chercher du matériel ou des trucs comme ça. Et donc, mais il n'est pas allé bien loin là-dedans. Mais j'étais, on va dire, baigné là-dedans. Et ça a motivé tout d'abord une formation. J'ai fait une formation musique avec ProMusica au Thor, avec Dominique Lièvre notamment, qui était le directeur à l'époque. ProMusica qui n'existe plus, mais du coup j'ai mis un pied là-dedans à ce moment-là, euh, plus sérieusement. Et ça, c'était dans les années, c'était fin 90. Et donc, avant de faire ProMusica, je cherchais, j'étais objecteur de conscience et je cherchais un endroit pour faire mes 20 mois de service militaire. Et donc, du coup, j'ai demandé au Grenier à Son à Cavaillon qui m'ont embauché en tant qu'éclairagiste, enfin, on va dire stagiaire éclairagiste là-bas. Et donc j'ai un peu tout appris là-bas, c'est-à-dire les balances, faire des lumières, installer des micros avec Robert, là, qui était le régisseur technique de Grenier à Son. Et donc j'ai tout appris un petit peu, tout ce qui est musical et tout ça, ici. Donc c'était le projet d'être musicien. Et j'avais aussi la passion, effectivement, et c'est une passion aussi de technique, de son, de console, de micro, de comment s'enregistrer, avoir quelque chose de correct pour s'entendre, pour travailler et tout. Donc ça a été de base de travailler le son de concert avec la musique, quoi. Il se trouve que j'ai un frère qui montait avec des copains à lui de l'animation, donc quatre potes, et qui montent un lieu qui s'appelle la gare de Coustelet. Et ben j'étais un peu dans l'équipe de base avec, on va dire, ma compétence de technicien que j'avais appris au grenier à son, mais j'étais tout neuf, hein. Mais à un moment donné, ils m'ont fait confiance. Donc c'est pas moi qui ai commencé, on va dire, à prendre en charge la technique de la gare. C'était plutôt Hans van Mierten à l'époque, qui était, on va dire, référent technique, sonorisateur confirmé, très confirmé même. Donc qui s'occupait de la gare en technique. Et petit à petit, je suis arrivé ayant fini mes études musicales, tout ça, enfin ayant mon diplôme, on va dire, il fallait rentrer un peu là-dedans. Et donc là, Hans partait, moi j'avais des notions techniques et tout ça. Donc Hans était passé, on va dire, intermittent, et moi j'étais embauché en contrat emploi, solidarité à l'époque, puis consolidé. Donc voilà, il y avait le cadre pour m'accueillir à la gare. Et j'ai tout appris au niveau du son avec Hans. Donc moi je faisais l'accueil des artistes et des groupes à la gare. Je les installe sur scène et Hans était très spécialisé sur le son et moi je faisais l'éclairage, la scénographie, enfin voilà pour que le concert se passe bien. Et donc forcément les années allant, et bien sûr j'ai appris sur le tas comme ça, j'ai tout appris sur le tas en termes de technique. Sur le tas, sur YouTube, sur comment on fait ci, comment on fait ça. Euh, donc voilà, et ça fait longtemps maintenant, ça fait quand même 25 ans, je pense que. Ouais, c'est presque 30 ans que je suis à la gare. Et j'ai beaucoup appris là-bas, j'ai vu beaucoup de concerts, j'ai croisé beaucoup de personnes. Mais il y avait toujours, bien sûr, moi, cette passion de la musique et des vieux matériels ou des matériels analogiques
Donc petit à petit, pendant ces 30 ans, moi je me suis équipé petit à petit pour enregistrer ma musique d'abord. Et ensuite en faire profiter aux copains. Et puis et voilà, et j'interviens aussi à la gare sur des projets type musique à jump. Donc c'est des projets qui sont internes à la gare, d'accompagnement de jeunes artistes, ou des résidences, du coup j'ai pas mal intervenu avec des artistes aussi, sur un regard extérieur, sur on va dire, la production, de la réalisation. Donc du coup j'ai pris plusieurs casquettes, tant en éclairage qu'en son, en scénographie, en expression scénique, avec, on va dire, ma culture acquise de toutes ces années, d'avoir vu passer plein de monde et de m'être formé sur le tas aussi petit à petit, quoi. Ça fonctionne avec du virtuel, donc ça peut être tous les matériels analogiques là, qui sont là présentés ont leur équivalent en plugin informatique. Donc effectivement, donc c'est beaucoup moins cher. Donc c'est facile de travailler, enfin c'est abordable de travailler avec des machines vintage, on va dire, simulées par ordinateur. Mais ça reste deux mondes totalement différents, dans le sens où on ne pourra pas reproduire, à mon sens encore, hein, je pense pas, l'effet qu'a du matériel, on va dire, véritable, électronique, avec des transformateurs et tout, du cuivre de partout, à simuler ou à émuler par ordinateur. Ça reste quelque chose de monde différent qu'on n'arrive pas à, voilà, qui se complètent, mais qui sont pas... on ne peut pas enlever les machines. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui est optimal pour faire de la musique. On n'a pas trouvé mieux depuis toutes ces années, depuis les années 60. Et encore, toutes les machines qu'il y avait à l'époque sont très recherchées parce qu'elles sont vraiment sans concession en termes de matériaux qu'il y a dedans. Tout ce qui est la chimie à l'intérieur des composants, c'est de l'extrême qualité à l'époque, quoi. Ça venait directement de l'armée, on va dire, plus ou moins. C'est l'armée qui fournissait tout ça, enfin, qui avait tous les composants. Et pour en venir, effectivement, donc j'étais intéressé par tous ces matériels. Et petit à petit, j'ai pu en acquérir un. Donc le premier que j'ai pu acquérir, c'est celui-ci, c'est un compresseur stéréo avec equalizer. Voilà, c'est des trucs américains, donc forcément c'est du dollar, c'est cher, ça dévalue pas ou très peu. Et du coup, j'ai commencé à l'amener à la gare déjà, pour voir comment ça marche. Est-ce qu'il y a un véritable apport? Et donc, effectivement, c'est le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, par rapport à du matériel, on va dire, informatique, là, c'est vraiment, c'est un autre univers. Le son, il y a la chaleur, tout le monde parle de la chaleur des lampes et tout ça. Bon, ben c'est ça. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le son, qui est musical, on va dire, qui est traité d'une certaine manière. C'est orienté vers la musique. Donc, forcément, ça sonne bien. Et donc, il y a plusieurs matos comme ça. Donc, on passe par, en gros, des matériels qui sont... c'est très simple. C'est des equalizers. Donc, ça, c'est des copies. Là, c'est un rack copie, un rack de vrai. Donc les copies des equalizers d'avant, c'est-à-dire que c'est deux bandes grave aigu, quoi. On va balancer le grave et l'aigu. Donc c'est pas telle fréquence, 1 kg 650, qu'on va couper quelque chose ou qu'on va booster quelque chose. C'est des grandes plages de grave et d'aigu qu'on va très malléable, très molle. On va essayer de mettre ensemble. Et donc ça va donner un caractère au son. Et c'est le caractère que tout le monde connaît de la musique enregistrée depuis les années 60. Maintenant, ça a imprégné la culture collective. Enfin, la mémoire collective de la musique enregistrée, ce sont ces machines-là, ce sont les micros. C'est-à-dire que la première fois qu'on branche ces machines, on se dit « Ah, mais tiens, ça ressemble à la grosse caisse de Bonham dans tel album ou
la batterie, elle sonne comme ça. Et en fait, elle sonne comme ça parce qu'elle passe par ce matos-là, ce micro-là, de telle manière, la prise de son de telle manière. Et on reconnaît typiquement ce qui se passe en fait. Si tu fais une prise de son batterie avec 3 micros, une grosse caisse et 2 overheads placés d'une certaine manière, ça sonne comme Led Zeppelin et ça passe par tel préamp, ça sonne comme Led Zeppelin. Donc voilà, c'est la marque de la musique. Ah ben, complètement, enfin, je l'ai vécu. Alors, senti, plus que senti, je l'ai vécu, mais c'est. Je sais pas si je peux le généraliser, en tout cas, moi, je pense que je fais partie de cette vague-là, effectivement, où on était, waouh, les plugins, finalement, on met tout dans l'ordi, et tu sonnes comme ben, à l'époque, quoi, où tu sonnes vrai. Bon, ben, c'est presque vrai, tu sonnes presque vrai. Il y a un truc qui se passe, mais c'est pas tout à fait ça, avec les plugins. Mais du coup, ce qu'on a remarqué, je pense, à mon avis, hein, des 80, ça a commencé vers fin 90, les ordis, où on arrivait à enregistrer, faire plusieurs pistes, mais de là à émuler des matos vintage, là c'est plutôt 2005, 2010, où il commençait à y avoir des vrais plugins qui ressemblent, qui reprennent les caractéristiques des matériels. Mais du coup, ça s'est transformé en deux univers qui se complètent. Donc, tous les ingénieurs du son vont du coup travailler maintenant, si on a le matos à la maison, le hardware qu'on appelle, donc le matériel vrai, et on va compléter avec le plugin qui va avoir d'autres qualités d'analyse, de précision, de finesse, de chirurgical du truc, qu'il n'y a pas dans le matériel analogique. Les équaliseurs analogiques, c'est des grosses bandes qui vont donner du médium, un peu moins de médium, de la grosse basse, un peu moins de basse, et des aigus. Donc c'est 3 bandes. Et après, dans les trucs très sophistiqués, analogiques de l'époque, tu vas avoir 5 bandes. Mais ça des grosses machines, machin, 10 bandes, alors des trucs, voilà, c'est comme les ordinateurs d'avant. Tu as peu de capacité de calcul, mais le calcul est bien fait, quoi, tu vois. Nickel. Et là, donc du coup, ouais, on mélange les deux mondes, et enfin moi, ça, je l'ai senti plus que ça, parce que c'est d'avoir écouté, d'avoir comparé, et de se dire que c'est deux mondes différents qu'on peut relier, et la musique, ça fait un peu le son d'aujourd'hui, quoi. Mais effectivement, on fait son disque à la maison maintenant, sans rien, avec un petit ordi, une carte son, un micro. Ça fait émerger des styles, ça fait émerger des courants, de lo-fi, par exemple, ou de musique 8 bits, musique 16 bits, enfin 8 bits, voilà, on va être dans la musique des premiers ordi ou des premiers jeux vidéo. Donc voilà, ça crée des courants aussi. Mais on revient quand même, vraiment, tu remplaces pas, tu veux sortir un disque, avoir un son où on reconnaît une voix naturelle, il faut passer par du matos.